Quand vient le temps de prendre soin de nos animaux, de les comprendre, de les accompagner quand ils vont moins bien ou qu'ils sont malades, on a souvent tendance à aller vers la médecine vétérinaire ou les comportementalistes animaliers. Mais il y a aussi une autre voie, une autre discipline qui gagne à être connue, qui est la communication animale. Pour en parler, aujourd'hui, on reçoit Sophie Morin-Robertson, qui est technicienne en santé animale, qui est aussi comportementaliste félin et canin, communicatrice animalière et Inou. Bonjour et bienvenue dans le balado « Les révélations de la Terre ». Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci d'être là aujourd'hui pour nous partager déjà ta passion des animaux, parce que je pense que tu es une grande amoureuse des animaux, tu travailles avec eux depuis de nombreuses années, tu as fait beaucoup d'études dans différents champs d'expertise et malgré que la société aime beaucoup le conventionnel, la médecine, la science, qui est la science du comportement ou la science médicale, tu as quand même fait le choix d'honorer peut-être des valeurs que tu as à l'intérieur de toi, qui est le côté un peu plus énergétique, voire même spirituel. Et c'est ce qui t'a amené à faire de la communication animale. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Donc, communication animale, ça a apporté une corde de plus dans mon bagage. Donc, oui, technicienne en santé animale depuis 16 ans. J'avais de l'intérêt pour le comportement aussi. Donc, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose dans les dernières années. Donc, Pourquoi? Pourquoi tu sens qu'on n'a pas fait le tour de la question de comprendre les animaux si on a juste des compétences en comportement ou en santé? On n'a pas leur voix. On n'a pas ce qu'eux peuvent ressentir. Donc, oui, la science fait en sorte de voir certaines choses au niveau du corps, des mouvements, si on parle plus de comportement ou médecine classique. Mais je sentais qu'il y avait une voix à avoir. Donc, de communiquer, eux, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent penser. Puis ça, ils n'étaient pas écoutés dans ce cadre-là. Fait que, il y a quelques années, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai eu l'appel là, au niveau d'aller vers la communication animale. Puis, je sentais aussi qu'il y avait un manque au niveau de ce côté-là. Moi. Puis, est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que c'est difficile encore aujourd'hui dans la société de reconnaître que les animaux sont des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent des émotions? Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à dire, bon, ils ont des pensées ou du coup, ils ont des instincts. Puis effectivement, ce sont des êtres vivants, donc ils ont de la chair, ils ont de la chimie, ils ont de la physique. Mais les émotions, la conscience, c'est quelque chose qui est peu reconnu. Il n'y a pas vraiment de psychologue pour animaux. Puis la communication animale amène ce volet-là de comprendre ce que les animaux peuvent penser ou ressentir. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu sentais que c'était vrai chez les animaux versus d'autres personnes dans le milieu animalier qui ne sont pas encore rendues à croire à ça? Au niveau comportement. Donc, souvent, en contexte clinique vétérinaire, j'étais demandée pour aller aider durant la consultation, la vaccination, ces choses-là. Puis j'avais une facilité, donc, à approcher l'animal, puis je comprenais pas trop pourquoi. Fait que c'est ça qui m'a fait en sorte que je sentais que j'avais quelque chose que je pouvais apporter pour être justement leur voix. Fait que... Est-ce que c'était comme un peu comme une intuition, selon toi? Ou c'était déjà de la communication sans que tu saches que c'était ça? Je pense que c'était déjà de la communication, sans le savoir. Sans le savoir, j'avais pas de nom, je savais pas c'était quoi, mais je sentais que ça venait de l'intérieur, puis j'avais une facilité à approcher l'animal, mais je connaissais pas nécessairement la communication animale. Et dis-moi, quand on apprend le comportement, quand on va dans une école pour apprendre à être comportementaliste, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Parce que moi, de mon point de vue, moi, je suis uniquement communicatrice animalière, mais de mon point de vue, c'est comme si on voulait rentrer les animaux dans des moules ou des cases. C'est-à-dire que si l'animal, il jappe, bien, tous les chiens qui jappent dans tel contexte, c'est pour la même raison. Donc, voici comment est-ce qu'on va interagir avec lui. On utilise aussi beaucoup le système de récompense ou de punition.
qu'est-ce que tu as senti justement qui te manquait, qui te fait dire que dans la profession, la discipline de comportementaliste, on n'a pas tout le point de vue de l'animal, on n'a pas accès au fait que peut-être que quand deux chiens jappent, ils jappent peut-être pour deux motivations différentes. Du coup, l'intervention devrait être adaptée. Mais si on n'a pas accès à ce que l'animal pense, on peut faire de la projection, de l'interprétation. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? C'est sûr que tout ce qui est tant médical que comportemental, ils nous apprennent, mettons, le langage canin, si le chien se lèche le bout du nez, si effectivement il aboie, le poil hérissé sur le dos, ça veut dire qu'il y a une réaction. Fait qu'on se fie beaucoup à ce qui est visible, palpable. Comme en médecine traditionnelle, si le chien vomit ou si il y a de la diarrhée, ben c'est relié à... on parle pas nécessairement d'émotion. OK. Fait que, donc, il n'y a pas d'émotion dans le discours comportementaliste ni médecine traditionnelle. Oui, il y a de l'émotion, mais pas aussi poussée. Donc, il y a peu de gamme d'émotions, tu dirais. Ouais, c'est comme, mettons, le stress, la peur, la joie. Il y en a. Ça serait genre... Oui. OK. Des fois, on peut voir d'autres choses. C'est là que peut-être que moi, j'avais une branche différente au niveau du comportement ou au niveau médical aussi. Je voyais peut-être certaines choses. Que les autres ne voient pas. Oui. OK. Et en fait, quand on parle justement de cette sensibilité-là que tu dis que tu avais déjà instinctivement et qu'on ne reconnaît pas, on est plus dans l'observation, on a tendance aussi à croire que les animaux, ils sont tout le temps pareils. Dans le sens que, moi, j'aime ça enseigner la pensée vivante. J'en parle dans un de mes livres sur l'art d'apprivoiser et de maîtriser l'énergie. C'est quoi la pensée vivante? Puis je l'ai enseigné dans ton cours parce qu'on va en reparler, mais Sophie a fait ma formation de communication animale professionnelle. La pensée vivante, c'est de dire, là, aujourd'hui, l'animal peut réagir à un comportement, mais peut-être que demain, non. Et moi, ce que j'ai observé dans certaines cliniques vétérinaires, c'est que si mon chien avait réagi à un moment donné quand on touchait son oreille, bien, c'était marqué dans son dossier. Et quand je revenais voir le vétérinaire, il disait, bien là, il va nous mordre si je touche à son oreille. Puis je disais, ben non. Il dit, oui. Puis je leur dis, mais ils connaissent pas mon chien. Puis là, ils disent, oui, on va y mettre une muselière. Je dis, mais de quoi qu'elle parle? La dernière fois, il y avait une infection, il y avait mal, mais là, il n'y en a plus. Et là, je me suis mis à toucher l'oreille de mon chien pour lui montrer qu'il ne va pas la mordre, mais elle a refusé, elle, d'oser le faire. Et je dis, mais il lui manque la pensée vivante. La pensée vivante qui dit, on est en mouvement, on est différent d'une journée à l'autre, même si on a des schémas qui peuvent être plus constants. Il faut accepter de se remettre un peu comme une page blanche ou à zéro dans notre croyance de l'autre et de rencontrer l'autre en lui disant « Dis-moi qui tu es réellement aujourd'hui. Peut-être que tu es différent d'hier. » Donc, de créer... Ouais. Est-ce que tu sens que ça peut manquer dans le comportement ou la médecine vétérinaire de dire « Bien, si j'écris des choses dans mon dossier puis que je me suis fait une idée ou j'ai mis une étiquette sur un animal, mais peut-être qu'il faudrait que je revoie cette étiquette-là sans partir sur une supposition. » Ben oui, effectivement, c'est comme nous, il y a une journée, on peut avoir mal à quelque part, puis le lendemain, on n'a pas mal. Fait que oui, il faut avoir une ouverture aussi. Donc, comme ton exemple au niveau de la douleur de l'oreille, effectivement, quand il revient, il n'y a pas nécessairement une douleur. Des fois, il y a des mémoires. Les animaux vont se souvenir qu'on a fait un prélèvement. Fait que des fois, oui, eux aussi, ils ont les émotions, puis ils peuvent se souvenir. Mais oui, l'animal n'est pas toujours pareil dans toutes les consultations. Puis c'est une approche aussi différente à avoir. Si on anticipe, comme la pensée vivante, si on dit « il va avoir mal », bien c'est sûr que... On va créer quelque chose qui n'était peut-être pas là préalablement. Ouais. Les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui se reconnaissent dans ce que tu dis, dans le sens qu'ils ont des animaux à la maison, qui travaillent dans le milieu animalier, puis qui sentent eux aussi quelque chose dans l'invisible, d'intuitif, mais ils ont l'impression que c'est vrai, puis qu'ils comprennent l'animal d'une manière qu'on ne leur a pas enseigné. Mais toi, c'est particulier aussi parce que tu es une Amérindienne, tu es Innu. Et est-ce que tu as l'impression aussi que cette intuition-là ou cette relation-là animale vient peut-être aussi de tes racines? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression qui est en train de réémerger par les formations que tu as faites avec moi en communication animale et maintenant la pratique que tu fais? Oui, parce qu'il y a quelques années, j'ai été attirée par retrouver justement mes racines, creuser, me trouver.
Donc, en tant qu'Amérindienne. Puis, je pense que c'est de fil en aiguille, oups, tranquillement, j'ai découvert ça. Je le sais qu'il y a une portion qui est transmise aussi par mes parents. Donc, mon père a une facilité, ma mère a toujours aimé les animaux. Fait que, tu sais, tout est là. Fait qu'il fallait juste que moi, en tant qu'humaine, d'aller chercher ce bagage-là. Mais oui, les animaux étaient d'une grande importance en tant qu'Inou. Donc, fait que pour moi, c'est important d'aller chercher ça, ces racines-là, puis de les comprendre, parce que ça fait partie là, de mon bagage. Oui, puis qu'est-ce que tu auras à dire justement sur l'histoire culturelle au Québec où on a un peu bâillonné un peu les Amérindiens, où on vous a éloigné de vos connaissances ancestrales, de votre culture, et on vous a fait rentrer dans un moule qui était plus conventionnel, un peu un legs européen. Qu'est-ce que ça représente pour toi au niveau émotionnel, peut-être au niveau karmique ou même au niveau familial, le fait que tu dises, là, je veux honorer mes racines amérindiennes et dans mon approche animalière ou dans mon approche professionnelle, je veux réintégrer un savoir ancestral qui est celui de la connexion spirituelle, énergétique avec les autres êtres vivants. Fait qu'au niveau, oui, transformation, guérison, de retourner dans ces racines-là, ça fait partie de stopper un peu ce qui s'est transmis de génération en génération. Donc, de cacher certaines choses, de faire en sorte de pouvoir s'exprimer, de pouvoir transmettre ça aussi à nos générations futures. Mais c'est de stopper tout ce qui a été enterré, ce qui a été caché, de pouvoir le transmettre, pouvoir l'exprimer. Pour moi, c'est important de transmettre ça à mes enfants aussi, très important. Puis de transmettre, oui, à mes enfants, mais de le transmettre aux personnes autour de nous pour changer ces mentalités-là, de changer certaines choses ou la méconnaissance. Donc, parce qu'on a des façons de voir, mais qu'au bout de la ligne, quand on parle, quand on se renseigne, c'est pas ce qui a été divulgué aussi, là. Intéressant, parce que tu parles de transmission qui fait beaucoup partie de votre culture, aussi de vos valeurs culturelles, la transmission orale, l'expérimentation, l'expérience. Et justement, qu'est-ce que la formation, rentrer dans une école, un peu une école initiatique, l'école de la communication animale, ça a été quoi tes défis ou tes révélations? Ou, qu'est-ce que cette transmission-là, ce que je pouvais vous enseigner, comme tu dis, qui sort d'un cadre traditionnel, d'une méconnaissance de l'animal ou notre relation à lui, qu'est-ce que le fait de rentrer dans une école différente des écoles traditionnelles, qu'est-ce que ça a révélé chez toi ou quels ont été les défis qui ont surgi pendant la formation? De travailler sur moi en premier. D'aller chercher la petite Sophie à l'intérieur, de les blessures, justement, que j'ai depuis des générations, mais de pouvoir les connaître, les accepter, comparé à une école traditionnelle, parce qu'on n'apprend pas nécessairement à se découvrir en tant que personne, à se faire confiance. Souvent, on nous transmet que la communication animale, ces choses-là, ça n'existe pas. Fait que là, de pouvoir enfin, justement, pouvoir s'exprimer puis pouvoir prendre cette voie-là, être accompagné aussi, ça, c'est important parce qu'on est maladroit, on ne sait pas trop aller. Est-ce que j'invente ces choses-là? Mais une des parties, c'était de se connaître soi-même puis de travailler sur soi avant de pouvoir aider un animal, là. C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on nous dit que tout est une projection, tu sais, c'est des croyances, de l'imagination, que les animaux, on peut pas savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. C'est vrai que c'est une croyance populaire. Mais effectivement, pour comprendre l'autre, il faut se connaître soi-même. On ne peut pas prétendre connaître quelqu'un si on ne se connaît pas. Puis effectivement, si on fait juste regarder le physique ou le comportement, on peut tout le monde s'identifier à ça. Mais derrière un comportement ou une maladie physique, il peut y avoir d'autres choses, comme on disait, des émotions ou des mémoires. Tu parlais de mémoire tantôt. Donc, effectivement, dans le parcours de formation, on apprend à se connaître parce que mieux on se connaît, mieux on est capable de voir l'autre sans faire de projection ou d'interprétation. Donc, c'est vraiment beau que tu aies osé faire ce chemin-là de rencontre à toi. Puis là, ce que je sens, c'est que c'est un point de non-retour pour toi, là. C'est un non-retour. Tu reviens plus en arrière. Non.
Et là, justement, tu travailles en clinique vétérinaire. Tu as une ouverture par ta patronne qui te permet de dire aux clients que tu pratiques la communication animale. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment est-ce que ça s'insère dans une médecine traditionnelle, justement, ce côté-là, plus énergétique, plus empathique de l'animal? C'est sûr que dans le quotidien, les animaux hospitalisés, des fois, justement, je vais avoir des messages. Je me souviens, tu étais venue à la clinique pour une opération, puis on y avait offert de la conserve, puis le chat voulait des croquettes. Fait que j'avais échangé, puis j'avais été avisée qu'il y avait un temps d'attente parce qu'il était en train de manger. Donc, fait que c'est des petites informations que j'ai comme ça dans le quotidien, dans mon travail. Sinon, au niveau des euthanasies, j'ai découvert ça dans mon chemin aussi. Ça a été une portion que j'ai beaucoup travaillé, mais d'accompagner au niveau des euthanasies, de préparer l'animal, d'être présente au départ, puis de pouvoir après ça avoir un message de l'animal, ça l'aide au niveau de la préparation pour l'humain, préparation pour l'animal, pour le deuil de la personne aussi. Donc, j'ai vraiment découvert au niveau euthanasie, accompagner le propriétaire et l'animal. Par la suite, c'est sûr que des fois, les gens ont des questions, se posent des questions sur les douleurs ou ce qui a mal, ou ce que l'animal peut avoir mal. Bien, ça, je peux faire des communications, toujours en restant dans, pas dire où ce qui a mal spécifiquement, mais de guider le propriétaire pour guider par la suite chez le vétérinaire. Parce qu'on fait de la médecine complémentaire aussi. Hein? On ne se fie pas juste à la communication ou à la science. On essaye de moduler. Mais c'est ça que j'essaie d'apporter justement à la clinique, à moi-même aussi, pour pouvoir faire une meilleure médecine. C'est vraiment fort ce que tu dis parce qu'au final, tu es en train de dire on est des êtres complexes, on est des êtres profonds et de juste aborder la relation animale ou la médecine avec un seul angle qui est la santé physique ou la santé comportementale, d'avoir l'aspect émotionnel du deuil, des passages, des messages de l'âme. Et c'est tellement important, tu le dis, l'intégration de cette approche-là supplémentaire dans la médecine traditionnelle crée une valeur incommensurable. L'accompagnement, tu parlais du deuil, d'avoir des messages de l'âme de l'animal, où est-ce qu'il y a mal, puis de ne pas jouer le rôle du vétérinaire. On fait pas de diagnostic, nous, évidemment. Mais pourquoi pas avoir un vétérinaire ouvert à recevoir une com animale? Moi, j'ai des clients, effectivement, qui amènent mes coms animales chez le vétérinaire. Et là, ils vont tenir compte des messages pour orienter leur approche. Fait que on joue pas le métier de l'autre, mais on supporte le travail de l'autre, puis on amène un point de vue, un angle qui est complémentaire. Ouais. Je trouve ça vraiment beau. J'ai envie que tu parles d'une anecdote que tu m'as racontée justement quand tu étais en formation. Il y avait un chien en train d'être en chirurgie qui était endormi. Oui. Et toi, tu étais dans un bureau à part. Donc, tu n'étais même pas dans la salle de chirurgie. Non. Je te laisse raconter l'histoire. J'étais à mon bureau, je travaillais, puis j'ai ressenti que l'animal allait se réveiller. Donc, c'était après la chirurgie, puis qu'elle allait se réveiller quand même rapidement. Fait que le bureau est juste à côté de la salle de chirurgie. Il y a une vitre, tout simplement. Puis je me suis juste retournée pour regarder. J'ai fait... Bon, pense pas. Je me suis retournée devant mon écran d'ordinateur, puis 2 secondes après, j'ai entendu demander de l'aide pour, justement, là, l'animal, parce qu'il se réveillait vraiment rapidement. Fait que ça, j'ai ressenti, c'est arrivé d'autres fois. Donc, 2-3 fois. Puis depuis ce temps-là, quand je le ressens, je prends le devant là, pour être sûre. Là. Pour le nommer. Oui. Donc, c'est vraiment, tu communiques avec l'animal à distance, tu t'anticipes un fait qui va arriver dans le futur. Ouais. Et au début, tu doutais de toi. Oui. Et maintenant, finalement, tu ne doutes plus. Non. Et tu vas le dire. Quand ça arrive ou quand je fais, me semble, j'ai hâte, attention. Je vais juste avertir sans nécessairement, il va se réveiller. Fait que j'essaie d'y aller plus doucement puis de surveiller le réveil. Là. Fait que tu vas proposer, surveiller le réveil, ça se pourrait qu'il se réveille plus tôt, puis là, ils vont dire, c'est qui cette sorcière-là dans la clinique qui anticipe ce que nous, on voit pas? Ils m'appellent la sorcière. Oui, hein, je suis pas étonnée. Donc, c'est ça, finalement, la communication animale, c'est très varié. Tu le dis, ça peut être un message que tu reçois avant que ça puisse être vécu dans le cas réel. C'est-à-dire, ça peut être des prémonitions qui sont ensuite validées.
C'est quoi les... Là, tu parlais de mon chat, les croquettes, dans le sens que tu savais que mon chat, fallait que tu changes de nourriture. Il refusait de manger. Quelqu'un aurait pu dire « Ah, c'est parce qu'il est pas bien, parce qu'il est malade, il veut pas manger ça. » Mais toi, tu as su que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était le type de nourriture. Puis dès que tu as changé de nourriture, il s'est mis à manger. Donc, tu as des intuitions fortes, mais c'est même pas des intuitions, parce que là, on pourrait départager l'intuition de la com animale. C'est pas une intuition, c'est une com animale. L'animal te parle par télépathie. Et toi, tu l'entends. Est-ce que tu as envie d'écrire un petit peu, c'est quoi ça, la télépathie animalière pour toi? Télépathie animalière, pour moi, c'est des messages. C'est tout simplement des mots, comment je pourrais dire ça? C'est difficile des fois à décrire, hein? Je reçois des messages, puis que c'est « j'aime pas les croquettes » ou... Quand je passe proche d'un animal, je vais ressentir certaines choses. Puis au lieu de le dire, qu'il mange sa conserve, ou je vais aller à l'écoute de ce message-là. Fait que la télépathie, c'est un message, une vision, des mots qui vont apparaître. Donc, mais qui vient de l'animal. Oui. Qui vient pas de l'univers, là. C'est ça. S'il vient pas de nous non plus. Non, c'est ça. C'est juste un pop-up. Oui. Un courriel qu'on reçoit. Oui, c'est ça. par Wi-Fi. Est-ce que tu as d'autres exemples? J'aimerais ça t'entendre sur d'autres exemples de messages que tu as reçus, soit dans le cadre de ta pratique dans la clinique vétérinaire, mais peut-être aussi en consultation privée, parce que tu fais de la consultation privée en dehors de ce cadre-là aussi. Est-ce que tu as envie de donner des exemples qui t'ont inspiré? Il y en a une en particulier, c'était un patient que je suivais en comportement pendant quelques mois, quelques années. On était rendu à la fin pour les propriétaires. Ils ont décidé d'opter pour l'euthanasie. Et j'ai proposé à ce moment-là de faire une communication animale pour comprendre certaines choses, pour préparer l'animal. Donc, parce que l'animal, souvent, il n'est pas trop au courant. Il arrive en salle pour l'euthanasie. Fait que, tu sais, des préparés. Ils ont des demandes aussi. J'en avais un en particulier, lui, il voulait de la musique. Donc, la musique qu'ils écoutaient ensemble, il y avait des moments là, de folie. Fait qu'à ce moment-là, j'ai donné l'information, le préparé, il avait peur. Donc, il m'a mentionné qu'il avait peur. Il avait peur d'avoir mal au niveau des injections, ces choses-là. Ça m'a permis de lui expliquer comment j'allais procéder. Donc, que j'allais utiliser, mettons, une aiguille un petit peu plus petite pour lui. Fait que c'est moi qui ai été là aussi pour la procédure. Fait que ça s'est fait tout en douceur, avec de la musique. Fait que les gens étaient préparés, l'animal était préparé. Je l'ai aidé aussi à passer, hein, parce que des fois, ils peuvent être incompris ou rester. Puis cet animal-là, quelques mois après, la propriétaire m'a demandé de faire une communication pour voir où ce qui était rendu, s'il était bien, d'avoir de ses nouvelles. Ça permet justement à la propriétaire là, de faire son deuil aussi, de savoir qui est bien, où ce qui est rendu. D'avoir des petits messages comme l'arc-en-ciel. L'animal m'avait dit les outardes. Quand les outardes vont arriver ou vont partir, de penser à lui. Fait que c'est une façon de garder en mémoire aussi. Fait que ça a été un patient ça a été merveilleux de pouvoir le préparer, d'être présente pour l'aider, puis après ça, de pouvoir là, faire un certain suivi sur ce qui est rendu. Là. Ce qui est beau dans ce que tu dis, qui me touche beaucoup, c'est que en écoutant le point de vue de l'animal, ses besoins, ses peurs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ça te permet de dire, bien, pendant l'euthanasie, on va adapter notre pratique vétérinaire pour correspondre aux besoins de l'animal. Je vais changer l'aiguille. Ouais. On va mettre de la musique. On va apaiser l'environnement. On va apaiser aussi les émotions de l'humain qui est présent, qui est aussi un choc pour l'humain. Et j'imagine que ça a été tout doux, que l'animal n'a pas fait de crise, n'a pas mordu. Tu sais, on entend des histoires perturbantes pour un humain puis pour un animal quand ça se passe mal. Puis souvent, les gens repartent avec une expérience qui est traumatisante, et j'insiste sur le mot traumatisante. Donc là, finalement, tu as permis à ce que ce passage-là, autant l'animal soit réceptif, calme, que l'humain aussi. C'est quoi, justement, la valeur que tu donnes à
à l'amour et la douceur dans des passages sacrés versus une souffrance, puis c'est comme ça que ça se passe, puis je veux que ça se passe comme ça, puis tant pis pour l'autre, de toute façon, il ressent rien. C'est l'écoute de l'animal, l'écoute du propriétaire aussi, parce que souvent, on va écouter beaucoup le propriétaire, mais là, il y a une écoute des deux côtés. Oui. Puis une écoute de l'équipe vétérinaire aussi. Fait que tout le monde, il y a une écoute, il y a une communication aussi, puis on a l'ouverture à adapter nos pratiques aussi. Parce que souvent, c'est des protocoles, tu sais, veux pas. Fait que d'adapter tout ça en fonction de l'animal, du propriétaire aussi, là. Fait que, tu sais, c'est pas juste on rentre dans une salle, la lumière est allumée, puis... Vite fait, bien fait, là. C'est ça. On humanise un acte sacré. En fait, on donne du sens sacré à tout. Puis je pense que c'est ça que tu as senti qu'il fallait. Oui. C'était une pulsion chez toi de dire il faut que ça change. C'est plus fort que moi. Oui, parce que pour moi, la mort, oui, ça fait peur. Il y a des... on connaît moins ça, mais c'est un passage. Il faut accompagner aussi ce passage-là. Fait que c'est pas juste c'est la mort, c'est la fin, là. Puis je sentais à l'intérieur qu'il fallait que j'aille de l'avant puis que ça change au niveau aussi des accompagnements en fin de vie et non des euthanasies assistées, là. Oui. C'est souvent ce qui est utilisé, fait que c'est un accompagnement. Puis il faut que c'est important que ça se passe bien parce que c'est on va dire la fin d'un cycle, mais c'est important que ça se passe bien, cette étape-là, là. Puis, est-ce que toi, tu parlais des âmes tantôt, accompagner les âmes, parce qu'il y en a des âmes qui pourraient rester avec leur corps dans la clinique, parce que quand j'amène mes animaux chez vétérinaire, on le voit, là, qui les voit, les âmes errantes. Il doit en avoir quand même beaucoup. Ouais. Fait que le fait, justement, de dire, on va faire un petit peu de ménage dans les cliniques vétérinaires, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'euthanasie qui se font dans ces locaux-là. Puis les âmes peuvent, s'ils sont pas préparés, si c'est un choc, parce que des animaux qui meurent, qui savent pas qu'ils vont mourir, hein. Il y a des gens qui vont prendre la décision d'euthanasie ou le vétérinaire, tu sais, il y a des gens qui arrivent avec leur animal le jour même en pensant peut-être le guérir, puis ils repartent, puis l'animal est décédé. C'est comme s'il donnait le vétérinaire permettait pas un temps de latence de 24-48 heures pour faire le deuil, préparer l'animal, préparer l'humain. Fait que des fois, il y a des morts qui se font trop rapidement, je pense, dans des cliniques vétérinaires ou des urgences vétérinaires. Puis les âmes doivent rester justement dans les cliniques. Oui, des fois, les animaux sont pas prêts. Des fois, on va le ressentir. Donc, où les euthanasies se passeront pas super bien parce que l'animal, il est pas prêt, là. Fait que oui, des fois, il faut qu'il y ait un délai. Il faut apprendre à écouter l'animal, la famille aussi. C'est oui, peut-être l'animal n'est pas prêt, mais la famille, il y a des raisons aussi pourquoi ils ne veulent pas retourner avec l'animal la journée même. Mais on essaye de respecter les deux côtés aussi. Donc, ça, c'est important. Puis oui, il y a des âmes qui vont rester. Fait que des fois, effectivement, là, on peut sentir des énergies. Puis fait que je m'occupe de cette portion-là pour aider à ce que leur chemin puisse se poursuivre. C'est une belle mission de vie. Ouais. C'est un bel acte d'amour et d'accompagnement. Et est-ce que tu pourrais, s'il y a des vétérinaires qui nous écoutent, ou des gens qui ne savent pas faire de la com animale, comment tu pourrais les rassurer ou leur dire il n'y a pas de compétition, il n'y a pas à être menacé ou à croire que... Tu sais, des fois, il y a une insécurité qui vient avec le fait de sortir d'une pratique conventionnelle, d'aller vers quelque chose de plus holistique. C'est vrai que faire de la com animale, c'est pas facile. Ça demande une rigueur, ça demande une discipline d'apprentissage, ça demande des efforts. Des fois, oui, on peut se tromper. Donc, des fois, il y a des gens qui pratiquent la communication animale avec un niveau qui est moins profond. Donc, ça peut un peu ternir l'image de la communication animale ou des vétérinaires qui pourraient dire « ben non, j'y crois pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences ». Comment est-ce que tu pourrais rassurer les gens, par exemple des vétérinaires ou peu importe, qui aimeraient laisser les portes ouvertes à la communication animale? Puis qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui aimeraient l'apprendre? Oui, ça peut être compliqué, mais c'est possible, peut-être par ton parcours, toi, d'étudiante en com animal, qu'est-ce que ça a été, ce cheminement-là? Faut être ouvert, OK? On a tout encore là des chemins, les croyances sont différentes, les valeurs sont différentes. Maintenant, c'est d'avoir une ouverture. Est-ce que d'y croire à 100% puis se fier à 100% avec ça? Ben,
comme je disais tantôt, c'est complémentaire. De faire confiance aussi à l'animal. Okay? C'est important. Puis d'avoir cette ouverture-là. Oui, il y a des embûches. On s'entend que ça n'a pas toujours été facile au niveau de la communication animale. Mais je pense que c'est ça, d'être à l'écoute, de comprendre la personne aussi. Donc, de comprendre l'animal. Mais je pense que faut faire confiance aussi. C'est de descendre de la tête au cœur? Oui. Ça se pourrait-tu? Puis est-ce que tu dirais que justement les Amérindiens, les Inuits, avaient cet accès-là au cœur plus grand encore, puis on leur a demandé de se taire par rapport à ça? Oui. Ça, il y avait les valeurs, les croyances, la connexion avec la terre, avec les animaux. C'est un peu comme croire en la communication animale. Tu sais, ça n'existe pas. Voici le cadre, voici comment rentrer dans ce cadre-là. Les autres choses, on met ça de côté. C'est pour ça que, tu sais, mon chemin j'ai commencé à essayer de découvrir mon cœur, j'ai commencé à découvrir ce que j'avais, fait que ça faisait partie de ça. Justement, c'était en moi. Fait que c'est le cœur qui parle. Oui, la tête, souvent, oh non, ça se peut pas, oh non, ci, oh non, ça. Mais si on va directement au cœur, ben, faut faire confiance à nous-mêmes. J'ai entendu des scientifiques qui disaient que la fréquence sonore des baleines étaient des fréquences similaires à la fréquence du cœur quand il y a une énergie qui circule du cœur à la tête. Donc, au final, pour faire de la communication animale, comme tu disais au début, il faut se connecter à soi, il faut guérir des blessures qui ont fermé notre cœur. Ouais. Puis, il faut refaire confiance, te nommer des beaux points importants et de laisser le cœur parler, l'intuition parler, la guidance parler et ouvrir les champs télépathiques. Et effectivement, de sentir la fréquence de l'animal par télépathie, d'entendre son message à lui et d'être capable d'accueillir dans son cœur, parce que des fois, on ne veut pas entendre ce que l'autre a à dire, parce que ça va venir nous perturber, nous bouleverser, surtout un animal qu'on aime, qui nous dise des choses qui pourraient nous déstabiliser. Donc, il faut un ancrage, il faut une sécurité intérieure pour être capable d'écouter l'autre. Puis peut-être que justement, c'est ce qu'on essaie de ne pas faire en société, de tout fermer ces canaux-là pour être fort, rigide, imperturbable, mais à ce moment-là, on n'est que dans ce qu'on connaît ou ce qu'on a appris, puis on n'est plus en lien, on n'est plus en relation, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la compassion, on n'est plus dans l'écoute. Mais c'est vrai que ça demande un chemin de guérison du cœur pour réouvrir son cœur. Mais je trouvais ça intéressant de dire que les fréquences des baleines, c'est la même que notre cœur. Bien, pour communiquer avec les animaux puis entendre leurs fréquences, il faut être descendu dans le cœur. Oui. C'est beau. Hein? Tu partages ça? Oui. Puis qu'est-ce qu'ils disent les gens dans ta communauté, nous, dans tes parents, ta famille, tes amis? Est-ce qu'ils t'applaudissent dans le sens qu'ils sont en train de célébrer le fait que tu te reconnectes à ça? Est-ce que tu leur donnes le droit ou pas le droit, mais comme l'inspiration de se connecter à eux-mêmes? Qu'est-ce que ça amène collectivement, le fait que, justement, on est en réconciliation socialement avec les Amérindiens, qu'on leur demande de reprendre leur pouvoir personnel? Qu'est-ce que, justement, cette reprise de ton pouvoir, de cette connaissance ancestrale-là, de cette connexion empathique et du cœur avec les animaux, qu'est-ce que ça a créé comme mouvement dans ta communauté, dans ta famille? Des remises en question. Ah, raconte. Des remises en question sur... comment je pourrais expliquer? Sur ce qui est enseigné. Sur... juste le fait que ça n'existe pas, parler aux animaux. Donc, je pense que c'est semer des graines, semer des doutes de « OK, Sophie a fait ça, Sophie, elle a pensé, elle a dit ça, OK, bien peut-être que... » Fait que ça permet la curiosité de se tourner puis d'aller se renseigner là, davantage. Je trouve ça que... On dirait que l'ouverture est de plus en plus présente. Parce que peut-être j'ai évolué, j'ai changé, fait que ça fait en sorte que les gens évoluent aussi autour, se renseignent. La curiosité, je pense que quand j'ai apporté ça, surtout, mettons, à mon travail, donc les gens étaient curieux, les gens se posaient des questions,
Fait que, veux pas, ça fait en sorte que il y a une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur qui se fait. Puis de se faire confiance. En parlant à mes enfants de tout ça, ben il y a une confiance qui s'installe aussi. Puis c'est pas fermer cette porte-là aussi aux enfants, comme moi, ma porte a été fermée. Fait que de garder cette porte-là ouverte. Wow! Fait que finalement, c'est une redécouverte. C'est ça le mot? Comme tu parles de curiosité et tout ça. Ouais. Puis ça amène des réflexions, comme tu dis. Ouais. Wow! Si tu avais en terminant, si tu avais un mot ou une suggestion, un souhait pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de marcher ce chemin-là ou qui sont en train de se redéfinir dans leurs croyances, leurs valeurs, comme tu dis, qui se posent des questions, qui sont curieux, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en terminant? Écouter son cœur. Tu sais, des fois, notre tête réfléchit beaucoup, mais des fois, c'est de se faire confiance puis d'aller de l'avant, d'essayer, de découvrir. Puis souvent, ça mène à des chemins qu'on ne pensait pas, mais c'est de se faire confiance, d'ouvrir son cœur, de ne pas être gêné. Parce que souvent, c'est ça, on est un peu gêné. Tu sais, comme moi, quand la communication animale, ben voyons, j'étais gênée un peu plus d'en parler. Puis c'est de se faire confiance. Puis d'aller de l'avant dans ce qu'on ressent. Bravo, Sophie, d'avoir été forte, d'avoir été alignée, d'avoir osé écouter ta petite voix intérieure, puis d'oser être une femme audacieuse, innovatrice dans le milieu de la santé conventionnelle. Puis je sais que tu portes le rêve de devenir vétérinaire, de rentrer à l'école de médecine vétérinaire, mais d'honorer tes racines amérindiennes, d'honorer ta culture Innu et d'amener la communication animale dans ta pratique. Je pense que tu es une grande source d'inspiration pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur Sophie Morin-Robertson, si vous avez envie de communiquer avec elle, d'échanger ou de découvrir son approche de la communication animale, je vous invite à consulter son courriel ou sa page Facebook pour tous les détails. Et si vous avez envie d'apprendre la communication animale ou d'en savoir plus, vous pouvez visiter mon site internet au www.centreeden.com. Merci Sophie pour ta présence. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui, puis je te souhaite un grand succès. Merci. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.